Elle ne voulait qu'un moment avec sa belle-fille, mais elle est tombée dans un piège cruel. Elle a été conduite dans une lande déserte et laissée pour morte, seule et ligotée. Les retrouvailles avec son fils ont révélé une vérité qui a choqué le pays. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. On continue. Madame Marthe se réveilla ce jeudi matin-là avec un sourire discret aux lèvres. À 73 ans, chaque nouveau jour était une bénédiction qu'elle accueillait avec une gratitude silencieuse. La lumière de septembre filtrait à travers les interstices des rideaux en dentelle de sa chambre, illuminant les photographies encadrées sur l'ancienne commode en bois sombre. Là se trouvaient les visages qui composaient toute sa vie. Son défunt mari, Antoine, encore jeune et souriant sur un portrait en noir et blanc, et son fils Gabriel à différentes étapes de sa vie, de bébé jusqu'à sa remise de diplôme de l'école de commerce. Elle se leva avec précaution, sentant le poids des années dans ses articulations, et se dirigea vers la cuisine de sa maison modeste mais chaleureuse, située dans le quartier des Acacias, dans le nord de Paris. La demeure n'était pas grande, mais elle portait en elle des décennies de souvenirs. Chaque pièce gardait des histoires de Noël en famille, d'anniversaires célébrés avec des gâteaux faits maison, de dimanches après-midi à regarder le football avec Antoine et le petit Gabriel qui sautaient sur le canapé à chaque but du PSG. Marthe prépara son petit déjeuner avec le même soin que toujours. Du café filtre fraîchement préparé, des tartines de baguettes grillées avec du beurre et un morceau de fromage frais. Elle s'assit à la table de la cuisine, cette table en formica jaune qui avait été témoin de tant de conversations, de tant de conseils donnés à son fils, de tant de décisions prises avec son mari. Maintenant, la table semblait bien trop grande pour une seule personne. Cela faisait presque 10 ans qu'Antoine était parti. Un infarctus soudain, sans préavis, sans temps pour les adieux. Marthe se souvenait encore du vide qui avait envahi la maison durant ses premiers mois. Gabriel, qui à l'époque avait une vingtaine d'années et commençait à construire sa carrière dans une entreprise de logistique, fut son refuge. Il dormit dans la chambre d'amis pendant des semaines, préparait le dîner avec elle et il regardait le feuilleton télévisé tous les soirs, enlacé sur le canapé. Mais le temps passa, comme il passe toujours. Gabriel grandit professionnellement, occupa des postes de direction puis de direction générale. Les visites s'espacèrent. Les dîners en famille se transformèrent en déjeuners rapides le dimanche, jusqu'à ce qu'il rencontre Vanessa. Marthe soupira en pensant à sa belle-fille. Dès leur première rencontre, 3 ans auparavant, quelque chose chez cette femme la dérangeait. Ce n'était pas explicite, rien qu'elle ne puisse désigner clairement. Vanessa était belle, bien habillée, toujours impeccable avec ses cheveux blonds parfaitement bruchés et ses ongles manucurés. Elle parlait poliment, souriait juste ce qu'il fallait, apportait des cadeaux lors des occasions spéciales. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une froideur que Marthe ne pouvait ignorer. C'était comme si Vanessa était toujours en train d'analyser, de calculer, de mesurer la valeur des choses et des gens. Le mariage eut lieu il y a 2 ans, une cérémonie élégante dans une salle de réception chic du 16e arrondissement. Marthe portait sa plus belle robe, bleu marine avec des détails en dentelle, et souriait pour les photos, mais son cœur était serré. Elle voyait son fils amoureux, dévoué, presque dépendant de cette femme qui, progressivement, prenait le contrôle de tous les aspects de la vie de Gabriel. Après le mariage, les changements furent rapides. Gabriel fut de nouveau promu, voyageant désormais constamment vers d'autres villes et même à l'étranger. Vanessa, qui travaillait comme directrice commerciale dans une entreprise de cosmétiques, avait également un emploi du temps intense. Les dimanches en famille disparurent pratiquement. Les appels téléphoniques devinrent de plus en plus courts et espacés. Marthe finissait de laver sa tasse de café lorsque le téléphone sonna. Elle s'essuya les mains sur le torchon brodé et répondit avec espoir. Il était rare de recevoir des appels le matin. La voix qui résonna de l'autre côté était celle de Vanessa, un ton légèrement inquiet, presque maternel, que Marthe n'avait jamais entendu de la part de sa belle-fille. « Madame Marthe, bonjour, comment allez-vous »« Bonjour Vanessa, je vais bien, Dieu merci. Et vous ?»« Oh, je cours partout comme toujours, mais ça va. Écoutez, je pensais, vous êtes bien seule dans cette grande maison, n'est-ce pas? Gabriel m'a dit que vous lui manquiez, mais son travail est infernal. Il est reparti en voyage hier, il ne rentre que la semaine prochaine. »
Marthe sentit son cœur se serrer. Gabriel n'avait même pas appelé pour la prévenir de son voyage. « Je sais qu'il travaille beaucoup, » répondit-elle, essayant de cacher sa peine. « C'est ça, et c'est pour ça que j'ai pensé à vous faire une surprise. Que diriez-vous que je passe cet après-midi? On pourrait discuter, prendre un café, peut-être même sortir un peu, faire un tour. J'ai quelques idées pour l'avenir, sur la façon dont on pourrait vous rendre la vie plus confortable. Qu'en pensez-vous » Marthe ressentit un mélange de surprise et de joie. Enfin, Vanessa montrait un certain intérêt, une préoccupation sincère. Peut-être avait-elle jugé sa belle-fille trop hâtivement. Peut-être que cette froideur n'était que sa manière d'être, la façon dont les jeunes se comportaient aujourd'hui. « J'adorerais, Vanessa. Venez donc. Vers quelle heure pensez-vous arriver? Vers 15 heures, c'est bien. Comme ça, on a tout l'après-midi pour discuter tranquillement. Parfait. Je vais préparer quelques petites choses à grignoter, faire un bon café. Ne vous inquiétez pas pour ça, Madame Marthe. On peut même manger quelque chose dehors, si vous voulez. À tout à l'heure, alors. » L'appel se termina et Marthe resta plantée dans la cuisine, le téléphone encore à la main, digérant la conversation. Une sensation étrange persistait, mais elle la chassa. Elle n'allait pas gâcher ce moment avec de sombres pensées. Vanessa lui tendait la main, lui offrait de la compagnie, et elle en avait besoin plus qu'elle ne voulait l'admettre. Les heures suivantes furent consacrées aux préparatifs. Marthe prit un long bain, choisit une tenue jolie mais confortable, un pantalon de tailleur beige et un chemisier fleuri dans les tons roses. Elle mit du rouge à lèvres, chose qu'elle faisait rarement ces derniers temps. Elle peigna soigneusement ses cheveux blancs, les attachant en un chignon bas. Elle se regarda dans le miroir et vit une femme âgée, certes, avec des rides qui racontaient des histoires, de rires et de larmes, mais toujours élégante, toujours digne. À 15 heures précises, la sonnette retentit. Marthe ouvrit la porte et trouva Vanessa adossée au chambranle, de grandes lunettes de soleil couvrant la moitié de son visage et un sac à main de luxe suspendu à son épaule. Elle ne sourit pas. « Bonjour, Madame Marthe. Prête ?»« Oui, prête. Laissez-moi juste prendre mon sac. » Marthe revint rapidement, attrapa son sac usé en cuir marron où elle gardait ses papiers, un peu d'argent et le simple téléphone portable que Gabriel lui avait offert pour son dernier anniversaire. Elle ferma la porte à clé avec le sentiment d'oublier quelque chose, sans pouvoir identifier quoi. La voiture de Vanessa, une berline argentée et étincelante, était garée juste devant le portail. Vanessa ouvrit la portière passager sans un mot et attendit que Marthe monte. La vieille dame s'installa avec une certaine difficulté. Le siège était plus bas qu'elle ne s'y attendait. Dès que Vanessa démarra, l'ambiance dans la voiture changea. La climatisation était trop forte, glaçant Marthe. Mais elle n'osa pas se plaindre. Vanessa conduisait en silence, les yeux fixés sur la route, les lèvres pincées en une ligne. « Fane, Vanessa, où allons-nous » demanda Marthe, essayant d'entamer la conversation. « On va faire un tour, voir des endroits. Détendez-vous. » La réponse fut sèche, presque rêche. Marthe sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas le ton de quelqu'un qui voulait passer un moment agréable. Elle essaya à nouveau. « Comment va Gabriel ? A-t-il appelé avant de partir ? » « Il va très bien. Il travaille, il fait ce qu'il a à faire. »« Et son travail ? Ça se passe bien ? » ?»« Ça va. » Les réponses courtes et hostiles formaient un schéma. Marthe regarda par la fenêtre et réalisa qu'elles avaient déjà quitté le quartier. Vanessa prit le boulevard périphérique en direction de l'autoroute. La circulation était modérée, et bientôt elles étaient sur l'autoroute A6, en direction du sud. « Vanessa, où m'emmenez-vous exactement ? Je pensais qu'on resterait en ville. » « J'ai changé d'avis. Nous avons besoin d'intimité pour discuter. » Le ton de Vanessa était de plus en plus froid. Marthe commença à avoir peur. Une peur primitive et instinctive qui faisait battre son cœur plus vite. Elle chercha son téléphone dans son sac, mais ses mains tremblaient. Quel genre de conversation nécessite autant d'intimité, ma fille ? Vanessa eut un rire court et amer. « Ne m'appelez pas votre fille. Je ne l'ai jamais été et ne le serai jamais. » Les mots tombèrent comme des pierres dans la voiture. Marthe sentit des larmes lui brûler les yeux. Elle essaya de rester calme, de comprendre ce qui se passait. « Vanessa, si j'ai fait quelque chose qui vous a blessé, je vous demande pardon. Mais expliquez-moi ce qui se passe. »« Ce qui se passe ?» répéta Vanessa, la voix montant d'un ton. « Je vais vous expliquer en détail, Madame Marthe.
Ce qui se passe, c'est que vous êtes devenu un problème. Un gros problème. Comment ça, un problème? Cette maison où vous vivez, à votre nom, elle vaut pas mal d'argent. Gabriel ne fera rien parce qu'il est faible. Il a toujours été. Il a pitié de sa petite maman toute seule. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je vois les choses telles qu'elles sont. Marthe était trop choquée pour répondre. Vanessa continua, les mots sortant comme du venin. Vous êtes un fardeau, une dépense. Gabriel dépense de l'argent pour vous, il s'inquiète pour vous et ça perturbe nos projets. Nous avons besoin de ce bien immobilier. Nous allons le vendre, utiliser l'argent pour investir, pour grandir. Mais vous, au milieu, ça complique tout. Vanessa, pour l'amour de Dieu, cette maison est tout ce que j'ai. C'est là que j'ai construit ma famille, où j'ai élevé mon fils. Vous pouvez vivre là avec moi, ça ne me dérange pas de partager. Je ne veux rien partager avec vous. Je veux que vous sortiez de ma vie et de celle de Gabriel. L'autoroute avait cédé la place à des routes secondaires. Vanessa conduisait vite, empruntant des chemins de plus en plus déserts. Marthe regarda autour d'elle et ne vit que des champs, quelques fermes isolées, et au loin, un paysage aride et sec. Elles se dirigeaient vers la campagne la plus reculée au sud de l'Île-de-France, où le sol était crayeux et la végétation rare. « Vanessa, s'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. Discutons calmement avec Gabriel. On trouvera une autre solution. » « Il n'y a pas d'autre solution, Madame Marthe. Pas pour moi. » La voiture tourna sur un chemin de terre, soulevant une poussière ocre. Elles étaient maintenant dans une région complètement déserte. Pas de maison, pas de gens, juste l'immensité sèche et chaude sous le soleil de l'après-midi. Vanessa arrêta la voiture à côté d'un vieux poteau en bois, vestige d'une ancienne clôture qui n'existait plus. Marthe était paralysée par la peur. Vanessa sortit de la voiture, fit le tour et ouvrit la portière passager avec force. « Descendez. »« Vanessa, ne faites pas ça, pour l'amour de Dieu. J'ai dit de descendre. » Avec des mains fermes et cruelles, Vanessa tira Marthe hors de la voiture. La vieille dame trébucha et tomba à genoux sur la terre chaude. La douleur fut immédiate, mais la terreur était plus grande. Vanessa prit une corde qui se trouvait dans le coffre et, ignorant les supplications et les larmes de Marthe, attacha ses mains au poteau de bois rugueux. « Vous allez rester ici, Madame Marthe. Vous aurez le temps de réfléchir à tout ça. Et qui sait, si vous avez de la chance, quelqu'un passera par ici avant qu'il ne soit trop tard. Vanessa, je suis une femme âgée. Je ne survivrai pas ici. » « Ce n'est pas mon problème. » Marthe implora, pleura, cria, mais Vanessa était déjà de retour dans la voiture. La dernière image que Marthe eut fut celle de sa belle-fille retirant ses lunettes de soleil, révélant des yeux complètement vides de compassion avant de démarrer et d'accélérer. La voiture souleva un nuage de poussière dense qui recouvrit tout, entrant dans les yeux et la bouche de Marthe. Et puis, le silence. Le soleil était haut et implacable. Marthe essaya de se libérer, mais la corde était trop serrée. Chaque mouvement coupait sa peau délicate. Elle regarda autour d'elle, désespérée du moindre signe de vie, de la moindre chance de secours. Mais il n'y avait rien, juste le vent chaud soufflant sur la plaine, emportant sa voix quand elle essayait de crier à l'aide. Les heures commencèrent à passer. Le soleil brûlait sa peau exposée. La soif arriva rapidement, une soif désespérée qui lui laissait la gorge sèche et les lèvres gercées. Marthe essaya de se concentrer sur de bons souvenirs pour ne pas devenir folle. Elle pensa à Antoine, au jour où ils s'étaient rencontrés à un bal. Il était beau, poli, travailleur. Ils avaient construit une vie ensemble, simple mais pleine d'amour. Elle pensa à Gabriel bébé, si petit dans ses bras, avec ses yeux curieux la regardant comme si elle était le monde entier. Elle pensa à chaque mot qu'elle avait appris à son fils, à chaque chute qu'elle avait soignée, à chaque fièvre qu'elle avait veillée durant la nuit. Elle avait consacré sa vie entière à ce garçon. Et maintenant, elle était là, abandonnée, comme un objet sans valeur. La conscience de Marthe commença à vaciller. La déshydratation faisait réagir son corps de manière effrayante. Elle voyait des ombres qui n'existaient pas, entendait des voix qui n'étaient que le vent. À un moment, elle fut certaine qu'Antoine était là, lui tendant la main, l'appelant à le rejoindre. Mais alors, quand le soleil commençait à descendre à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de rose, Marthe entendit un son différent, le ronronnement d'un vieux moteur irrégulier. Elle essaya de crier, mais parvint à peine à émettre un son rauque,
Le bruit se fit plus fort, plus proche. C'était une vieille camionnette poussiéreuse, conduite par un homme d'âge mûr, la peau brûlée par le soleil, portant un t-shirt délavé et un chapeau de paille. Il rentrait du travail dans une ferme voisine quand il vit quelque chose d'étrange au bord de la route. Il s'approcha lentement, n'en croyant pas ses yeux. Une dame âgée, attachée à un poteau, sous ce soleil terrible. Jean-Robert freina brusquement, descendit de la camionnette en trébuchant dans sa hâte et courut jusqu'à Marthe. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et de compassion. « Mon Dieu, madame, qu'est-ce qu'on vous a fait ?» Il sortit un canif de sa poche et coupa la corde avec soin, soutenant Marthe alors qu'elle s'effondrait. Il prit une bouteille d'eau qu'il avait dans sa camionnette et humecta lentement ses lèvres, sachant qu'il ne pouvait pas lui donner trop d'eau d'un coup. « Doucement, doucement, vous êtes en sécurité maintenant. Je vais vous emmener au village. Il y a un dispensaire là-bas, tenez bon. » Marthe pouvait à peine parler. Ses cordes vocales étaient abîmées par la déshydratation, mais elle serra la main de Jean-Robert avec force, essayant de lui transmettre sa gratitude. Il l'installa avec soin sur le siège passager, la couvrit d'une vieille chemise qu'il avait là, et conduisit aussi vite que la camionnette le permettait. Le village était petit, il s'appelait Villeneuve-l'Espoir, et se trouvait à une quinzaine de kilomètres de là. Il avait une rue principale en terre battue, quelques maisons simples, une église, une épicerie et un dispensaire qui fonctionnait 3 fois par semaine. C'était jeudi, jour de consultation. Jean-Robert klaxonna frénétiquement en arrivant, et bientôt plusieurs personnes sortirent de leur maison. L'infirmière Lucie, une femme forte et compétente d'une 40aine d'années, prit immédiatement les choses en main. Elle aida à transporter Marthe à l'intérieur du dispensaire, l'allongea sur une civière et commença à évaluer ses signes vitaux. Jean-Robert, que... S'est-il passé? Je l'ai trouvé attaché à un poteau sur la vieille route. On dirait que quelqu'un l'a abandonné là exprès. Un murmure d'indignation parcourut le petit groupe qui se formait à la porte du dispensaire. Lucie traita Marthe avec un soin extrême, nettoyant les brûlures, la réhydratant petit à petit, la couvrant de draps propres. Elle appela le médecin qui consultait au village, le docteur Henri, qui arriva rapidement en moto. Tandis qu'on s'occupait d'elle, Marthe sentait l'humanité de ces gens. Elle n'en avait jamais vu aucun auparavant, mais il la traitait comme l'une des leurs, comme si elle était précieuse et méritait tous les soins. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi de cette bonté inattendue. Le soir, quand elle parvint enfin à prononcer quelques mots, Marthe raconta ce qui s'était passé. Chaque mot était un effort, mais elle devait leur dire. Il fallait que quelqu'un empêche Vanessa de s'en tirer impunément. Lucie lui serra la main avec force. « Vous êtes en sécurité maintenant, Madame Marthe. Personne ne vous fera plus de mal. Nous allons appeler la gendarmerie et nous prendrons soin de vous jusqu'à ce que vous soyez complètement rétablie. » Cette nuit-là, Marthe dormit pour la première fois depuis de nombreuses heures, dans un lit improvisé au dispensaire, avec Lucie qui veillait à ses côtés. Et pendant qu'elle dormait, épuisée et traumatisée, elle ne savait pas que son histoire ne faisait que commencer et que ce petit village accueillant serait le théâtre de son renouveau et de sa lutte pour la justice. L'aube à Villeneuve-l'Espoir arriva avec le chant des coqs et l'odeur de café frais venant des maisons voisines. Marthe ouvrit lentement les yeux, désorientée. Un bref instant, elle ne sut pas où elle était. Le plafond en bois sombre, les murs peints d'un bleu délavé, la lumière douce entrant par une petite fenêtre. Puis, tout revint d'un coup. Vanessa, la campagne aride, la chaleur, l'abandon. Son corps tout entier était douloureux. Lucie entra dans la chambre avec un plateau simple, contenant une tasse de tisane tiède et quelques biscottes avec de la confiture. « Bonjour, Madame Marthe. Comment vous sentez-vous » Marthe essaya de s'asseoir, mais la douleur dans son dos et ses bras était intense. Lucie l'aida avec patience, arrangeant les oreillers derrière elle. « Je suis en vie, » répondit Marthe, sa voix encore rauque. « Grâce à vous et à Jean-Robert, je ne sais pas comment vous remercier. » Ne remerciez personne, n'importe qui aurait fait la même chose. Ici, on prend soin les uns des autres. Lucie posa le plateau sur les genoux de Marthe. « Essayez de manger quelque chose. Votre corps a besoin de récupérer. » Tandis que Marthe mangeait lentement, savourant chaque petite gorgée de tisane comme un cadeau,
Lucie raconta ce qui s'était passé pendant la nuit. Nous avons appelé l'adjudant Benoît. Il est responsable de la sécurité ici dans la région. Il est venu tôt ce matin, il veut vous parler, et il y a d'autres personnes qui veulent t'aider. Madame Hélène et Monsieur Jean, un couple qui habite près de la place, ont dit qu'ils avaient une chambre de libre chez eux. Ils veulent que vous restiez là pendant que vous vous rétablissez. Marthe sentit à nouveau ses yeux s'embuer de larmes. Ces gens ne la connaissaient même pas, mais ils étaient prêts à ouvrir leur maison, leur vie, pour l'accueillir. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» Lucie sourit doucement. « Parce que c'est ce qu'il faut faire, Madame Marthe, et parce que vous en avez besoin. C'est aussi simple que ça. » L'adjudant Benoît arriva peu après 8 heures du matin. C'était un homme sérieux, d'une 50aine d'années, avec une moustache grisonnante et un uniforme impeccable, malgré la chaleur qui commençait déjà à se faire sentir. Il s'assit sur une chaise à côté du lit de Marthe et sortit un petit carnet de sa poche. « Bonjour, madame. Je m'appelle Benoît Almeida, je suis adjudant de la gendarmerie et responsable de la sécurité de cette région. L'infirmière Lucie m'a raconté ce qui s'est passé, mais j'ai besoin de l'entendre de votre bouche, en détail, si vous le pouvez. Je sais que c'est difficile, mais c'est important pour que nous puissions agir. » Marthe prit une profonde inspiration et commença à raconter. Depuis l'appel de Vanessa le matin, le faux ton inquiet, le voyage silencieux sur l'autoroute, les mots cruels dans la voiture, et enfin l'abandon au milieu de nulle part. Elle donna le nom complet de Vanessa, l'adresse de sa maison et de celle de Gabriel à Paris, tous les détails dont elle pouvait se souvenir. L'adjudant notait tout, méticuleusement posant des questions précises lorsque nécessaire. Quand Marthe eut terminé, il ferma son carnet et la regarda avec un mélange de colère contenue et de compassion. « Vous avez été victime d'un crime très grave, Madame Marthe. Je vais contacter immédiatement le commissariat de Paris. Nous aurons besoin que vous déposiez une plainte formelle, mais nous pouvons le faire ici, avec l'aide d'un officier de police judiciaire qui vient d'Étampes 1 fois par semaine. En attendant, je vais m'assurer que vous êtes en sécurité et bien entouré. Adjudant, mon fils, Gabriel, il ne sait rien. Il est en voyage. Je dois lui parler. Nous allons localiser votre fils aussi, ne vous inquiétez pas. Avez-vous son numéro de portable ?» Marthe se souvint alors de son sac à main, resté dans la voiture de Vanessa. « Non, mon sac est resté dans sa voiture, mais je connais le numéro par cœur. » L'adjudant lui tendit son propre téléphone et Marthe composa le numéro de Gabriel avec des doigts tremblants. Ça sonna plusieurs fois, mais personne ne répondit. Elle essaya encore 2 fois avec le même résultat. Elle laissa un message vocal, essayant de paraître calme, malgré son désespoir. « Gabriel, mon fils, c'est maman. S'il te plaît, appelle-moi dès que tu auras ce message. C'est urgent. Je vais bien, mais j'ai vraiment besoin de te parler. » Après avoir rendu le téléphone à l'adjudant, Marthe sentit un vide dans sa poitrine. Où pouvait bien être Gabriel? Vanessa avait-elle déjà inventé une histoire, un mensonge pour couvrir ce qu'elle avait fait? L'adjudant perçut son angoisse. « Madame Marthe, je vais alerter les autorités parisiennes. Ils chercheront votre fils et votre belle-fille. Soyez certaine que cette femme ne restera pas impunie. » Lucie entra dans la chambre à ce moment-là, accompagnée d'un couple de personnes âgées. La femme avait les cheveux entièrement blancs attachés en un chignon lâche, un visage rond et bienveillant, et portait une simple robe à fleurs. L'homme était mince, avec des lunettes à monture épaisse et un sourire timide. « Madame Marthe, voici monsieur et madame Hélène et Jean dont je vous ai parlé. Ils sont venus faire votre connaissance. » Hélène s'approcha du lit et prit délicatement la main de Marthe. « Ma chère, quelle terrible épreuve vous avez traversée, mais maintenant vous n'êtes plus seule. Jean et moi, nous voulons que vous veniez chez nous. Nous avons une petite chambre confortable, c'est simple, mais c'est propre et accueillant. Vous resterez avec nous aussi longtemps que nécessaire. » Jean acquiesça avec véhémence. « C'est ça. La maison est petite, mais il y a de la place pour une personne de plus avec beaucoup d'affection. Et Hélène fait une cuisine maison qui est une bénédiction. » Marthe ne put retenir ses larmes. Toute cette générosité, venant de parfaits inconnus, semblait irréelle après tout ce qu'elle avait vécu. « Je ne veux pas vous déranger. Vous avez déjà tant fait pour moi. »« Ça, pas de dérangement du tout, » s'exclama Hélène. « Ce sera une joie de vous avoir avec nous. Nos enfants habitent loin. On se sent souvent seul. Vous nous tiendrez compagnie. »
Le docteur Henry, qui avait suivi la conversation depuis la porte, entra et fit une évaluation rapide de Marthe. Les brûlures sont traitées, l'hydratation s'améliore, mais Madame Marthe aura besoin de repos, de pansements quotidiens et d'un suivi. Je reviens lundi pour voir comment elle évolue. Hélène hocha la tête fermement. Comptez sur moi, docteur, je m'occuperai d'elle comme si c'était ma propre mère. Plus tard dans la journée, avec l'aide de Jean Robert, qui était revenu avec sa camionnette, Marthe fut soigneusement transférée chez Hélène et Jean. Leur maison se trouvait à seulement 3 rues du dispensaire, dans une rue tranquille où les enfants jouaient sur le trottoir et les voisins se saluaient familièrement. La maison était en maçonnerie, peinte en jaune clair, avec une petite véranda à l'avant où se trouvaient 2 fauteuils à bascule et des pots de bégonia. À l'intérieur, c'était modeste mais impeccablement propre et organisé. Ça sentait la lavande et le gâteau maison. La chambre qu'il avait préparée pour Marthe avait un lit simple avec un couvre-lit en patchwork fait main, une commode ancienne et une fenêtre donnant sur un petit jardin où Jean cultivait quelques légumes. Hélène aida Marthe à s'allonger, la couvrit avec tendresse et s'assit au bord du lit. « Vous devez vous reposer maintenant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit d'appeler. Je serai juste à côté. » Cet après-midi-là, alors que Marthe essayait de dormir, son esprit ne parvenait pas à se calmer. Elle pensait constamment à Gabriel. Où était-il? Vanessa avait-elle déjà fait quelque chose? Avec la maison? Avait-elle falsifié des documents, inventé des histoires? La peur et l'angoisse la maintenaient éveillée, malgré l'épuisement de son corps. Pendant ce temps, à Paris, les choses commençaient à bouger d'une manière que Marthe ignorait encore. L'adjudant Benoît avait alerté la police de la capitale et une équipe d'enquêteurs commença à chercher des informations sur Vanessa Andrade Costa, mariée à Gabriel Costa, résidant dans le quartier de Grenelle. La police se rendit à l'adresse résidentielle, mais il n'y avait personne. Les voisins informèrent que le mari voyageait beaucoup pour le travail et que l'épouse n'avait pas été vue depuis quelques jours. C'est alors que les enquêteurs obtinrent le numéro professionnel de Gabriel par l'intermédiaire de son entreprise. L'appel le trouva dans un hôtel à Lyon, où il était en réunion d'affaires. Lorsqu'il répondit et s'identifia comme Gabriel Costa, l'inspecteur alla droit au but. « Monsieur Costa, ici l'inspecteur Marcel Fournier de la police judiciaire de Paris. Je vous appelle car nous avons reçu une plainte grave impliquant votre épouse, Vanessa Andrade Costa, et votre mère, Marthe Costa. Savez-vous où se trouve votre mère en ce moment ?» Gabriel sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ma mère? Elle est chez elle, dans le nord de Paris. Pourquoi? Que s'est-il passé? » « Monsieur Costa, votre mère a été retrouvée abandonnée dans une région déserte au sud de Paris, attachée à un poteau, dans un état grave de déshydratation et avec des brûlures dues au soleil. Elle accuse votre épouse de l'y avoir emmenée et abandonnée intentionnellement. » Gabriel laissa tomber le téléphone, littéralement. L'appareil tomba sur le sol de la chambre d'hôtel, tandis qu'il chancelait en arrière, sentant la nausée lui monter à la gorge. Ça ne pouvait pas être vrai. C'était impossible. Il ramassa le téléphone avec des mains tremblantes. « Où est ma mère maintenant? Elle va bien? Je dois aller la voir. » On s'occupe d'elle dans un village appelé Villeneuve-l'Espoir, au sud de Paris. Elle est hors de danger immédiat, mais très éprouvée. Monsieur Costa, nous avons besoin que vous reveniez à Paris le plus rapidement possible. Nous devons vous parler en personne et nous devons localiser votre épouse. Vanessa est à la maison. Du moins, elle y était quand je suis parti. Nous y sommes. Déjà allés? Il n'y a personne. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Gabriel essaya de réfléchir, mais son cerveau semblait gelé. Hier? Non, avant-hier. Elle m'a appelé pour me dire que tout allait bien, que je ne devais pas m'inquiéter. Monsieur Costa, votre véhicule est-il à la maison? Oui, je suis venu en avion. Vanessa a sa propre voiture. Nous avons besoin de la plaque d'immatriculation de son véhicule et de toute information qui pourrait nous aider à la localiser. En attendant, il serait bon que vous veniez à Paris et que vous alliez à Villeneuve-l'Espoir voir votre mère. Elle a besoin de vous. » L'appel se termina. Gabriel, notant frénétiquement les coordonnées des inspecteurs et les informations sur l'endroit où se trouvait sa mère. Il annula toutes ses réunions, prit le premier vol pour Paris et dans l'avion tenta de comprendre ce qui se passait. Vanessa, sa femme, la femme avec qui il partageait son lit,
ses projets, sa vie, avait tenté de tuer sa mère. Non, pas seulement tenté. Elle l'avait laissée pour morte dans la nature. Comment quelqu'un pouvait-il faire ça? Comment n'avait-il pas réalisé qu'il était marié à un monstre? Des larmes coulaient sur le visage de Gabriel alors qu'il regardait par le hublot de l'avion, voyant les nuages défiler. Il se souvint de toutes les fois où sa mère avait essayé de se rapprocher, de toutes les fois où il avait choisi le travail, choisi Vanessa, choisi n'importe quoi d'autre que d'être présent. La culpabilité était dévastatrice. En débarquant à Orly, Gabriel se rendit directement chez lui, accompagné des inspecteurs qui l'attendaient à l'aéroport. La maison était vide et silencieuse. Dans la chambre, il remarqua que plusieurs vêtements de Vanessa manquaient. Elle avait fait ses valises et s'était enfuie. Les enquêteurs fouillèrent la résidence à la recherche d'indices. Ils trouvèrent des documents de la maison de Marthe, des contrats d'agences immobilières, des estimations de prix du bien. Vanessa prévoyait bel et bien de vendre la maison de sa belle-mère. Il y avait même des brouillons de procuration qui tentaient d'imiter la signature de Marthe. Gabriel s'assit sur le canapé du salon et prit son visage entre ses mains. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il pas vu ce qui était juste devant lui? Vanessa avait toujours été froide, mais il attribuait cela à sa manière d'être, à sa forte personnalité. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle fût capable d'une telle cruauté. C'est alors qu'il se souvint de quelque chose. Le téléphone de sa mère. Il avait accès au compte car il avait configuré l'appareil pour elle. Il accéda rapidement à l'application de localisation sur son propre téléphone. Si le portable de sa mère était encore allumé, il pourrait le retrouver. Le point rouge apparut sur la carte. Le téléphone était à l'arrêt quelque part entre Paris et la campagne. Gabriel le montra aux inspecteurs qui alertèrent immédiatement les patrouilles de la région. En moins de 2 heures, ils trouvèrent le téléphone et le sac à main de Marthe jetés sur le bord d'un chemin de terre. Vanessa s'était débarrassée des preuves, mais elle n'avait pas compté sur le fait que Gabriel pourrait localiser l'appareil. Les caméras de péage de l'A6 capturèrent l'image de la voiture de Vanessa à l'aller comme au retour. La chronologie correspondait parfaitement au récit de Marthe. La police émit un mandat de recherche. Vanessa était désormais officiellement une fugitive. Gabriel prit sa voiture et conduisit pendant près de 2 heures pour arriver à Villeneuve-l'Espoir. Il faisait nuit quand il se gara enfin devant la maison d'Hélène et Jean. Il avait appelé avant, prévenant de son arrivée. L'adjudant Benoît l'attendait sur la véranda. « Monsieur Gabriel, je suis l'adjudant Benoît. Votre mère dort, mais si vous voulez la voir, nous pouvons la réveiller doucement. »« S'il vous plaît, » Gabriel put à peine parler. « Je dois la voir. » Hélène le conduisit jusqu'à la chambre, marchant sur la pointe des pieds. La lumière de la lampe de chevet était allumée, tamisée. Marthe dormait sur le côté, sa respiration légère et irrégulière. Son visage était brûlé par le soleil, ses lèvres gercées, ses bras bandés. Gabriel sentit ses jambes flageoler. C'était sa mère, la femme qui l'avait élevé, qui avait passé des nuits blanches quand il était malade, qui avait tant travaillé pour lui offrir une vie digne. Et maintenant elle était là, détruite à cause de la femme qu'il avait choisie. Il s'agenouilla à côté du lit et prit délicatement la main de Marthe, faisant attention à ne pas blesser ses plaies. Les larmes coulaient, sans contrôle, sur son visage. « Maman, » murmura-t-il, « maman, pardonne-moi pour tout. » Marthe ouvrit lentement les yeux. Il lui fallut quelques secondes pour faire le point, et quand elle reconnut son fils, son visage se transforma en un mélange de soulagement et de douleur. « Gabriel, tu es là ?»« Je suis là, maman. Je suis là et je ne te quitterai plus. Je te le jure. » La mère et le fils pleurèrent ensemble cette nuit-là, entourés par le silence accueillant de Villeneuve-l'Espoir. Gabriel raconta que la police recherchait Vanessa, qu'elle ne resterait pas impunie. Marthe, de son côté, parla de la bonté des gens du village, d'Hélène et Jean, de Jean-Robert qui l'avait sauvé. « Ces gens, mon fils, ce sont des anges. J'étais perdu et ils m'ont trouvé. Ils m'ont traité comme leur famille. » Gabriel serra la main de sa mère. « Je remercierai chacun d'entre eux, et je vais prendre soin de toi à partir de maintenant, maman, comme il se doit, comme j'aurais toujours dû le faire. » Cette même nuit, quelque part entre Paris et la frontière espagnole, Vanessa conduisait sans s'arrêter, vérifiant constamment son rétroviseur. Elle avait sous-estimé la situation. Elle pensait que personne ne trouverait la vieille,
que l'affaire serait classée comme une simple disparition. Elle n'avait pas prévu que quelqu'un passerait sur cette route abandonnée. Maintenant, elle était en fuite, la police à ses trousses, et tous ses plans s'effondraient. Mais Vanessa n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle avait encore de l'argent de côté, des contacts dans d'autres villes. Elle trouverait une issue. Elle en trouvait toujours. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, tandis qu'elle conduisait dans la nuit noire, les autorités resserraient déjà l'étau. Chaque péage, chaque station-service, chaque caméra de sécurité le long du chemin était vérifiée. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne soit retrouvée. Et à Villeneuve-l'Espoir, alors que Marthe dormait à côté de son fils après des mois de distance, un nouvel espoir commençait à naître. Pas seulement l'espoir de la justice, mais l'espoir de la reconstruction. D'une nouvelle vie, entourée de gens qui voyaient sa valeur, qui la respectaient et prenaient soin d'elle. Le chemin serait encore long et douloureux. Le procès, les audiences, la confrontation. Mais Marthe n'était plus seule. Elle avait retrouvé Gabriel. Elle avait toute une communauté qui la soutenait, et elle avait, pour la première fois depuis longtemps, la certitude qu'elle méritait d'être aimée et protégée. L'arrestation de Vanessa eut lieu 3 jours plus tard, dans une station-service à la frontière espagnole. Elle avait commis une erreur fatale, utilisé sa carte de crédit pour faire le plein. La transaction fut immédiatement tracée, et une patrouille locale l'intercepta avant qu'elle ne puisse reprendre la route. Selon les gendarmes qui l'ont interpellée, elle a gardé son sang-froid, niant toute accusation avec un calme troublant. « Vous faites une erreur. Je n'ai rien fait de mal. C'est un malentendu avec ma belle-mère qui a malheureusement des problèmes de mémoire. » Mais les preuves matérielles ne mentaient pas. Les images des caméras de péage montraient sa voiture allant et revenant. Le témoignage de l'homme qui avait secouru Marthe était détaillé et cohérent. Les marques de cordes sur les poignets de la victime correspondaient exactement au type de cordes trouvées dans le coffre du véhicule de Vanessa. Et il y avait plus, les documents trouvés à son domicile planifiant la vente du bien de Marthe à son insu. La nouvelle de l'arrestation parvint à Villeneuve-l'Espoir par un appel de l'inspecteur Fournier à l'adjudant Benoît, qui se rendit immédiatement chez Hélène et Jean pour informer Marthe et Gabriel. C'était un samedi matin, et Gabriel aidait Jean à arroser les légumes du potager lorsque l'adjudant arriva. « Bonjour, j'ai des nouvelles. » Les 3 hommes entrèrent dans la maison, où Marthe était assise sur la véranda intérieure, avec Hélène à ses côtés l'aidant à changer les pansements de ses bras. Ces derniers jours, les brûlures avaient commencé à cicatriser, mais la douleur était encore constante. Plus difficile que la douleur physique, cependant, était le traumatisme émotionnel. Marthe se réveillait la nuit en proie à des cauchemars, revivant le moment de l'abandon, la chaleur insupportable, la peur de mourir seule. « Madame Marthe, Monsieur Gabriel », commença l'adjudant en retirant son képi par respect, « je viens de recevoir la confirmation. Vanessa Andrade Costa a été arrêtée il y a quelques heures à la frontière espagnole. Elle est ramenée à Paris et sera placée en détention provisoire en attendant son procès. » Gabriel ferma les yeux et respira profondément. C'était un mélange de soulagement et de profonde tristesse. Cette femme, avec qui il avait partagé sa vie, ses rêves, était maintenant une criminelle emmenée sous escorte policière. Marthe, en revanche, ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas exactement de la joie, mais le sentiment que la vérité était enfin reconnue. Elle n'était pas folle, elle n'avait rien inventé. Ce que Vanessa avait fait était réel, criminel, et maintenant, elle devrait en répondre. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Gabriel. « Il y aura des audiences préliminaires. Sa défense essaiera divers arguments, mais avec les preuves que nous avons, il est très probable que l'affaire aille en jugement. Le parquet travaille sur les chefs d'accusation. Tentative d'homicide qualifié, séquestration, maltraitance sur personnes âgées, faux et usage de faux. Ce sont des crimes graves. » Hélène serra fermement la main de Marthe. « Et Madame Marthe devra témoigner ? Oui, elle sera le principal témoin à charge, mais nous ferons tout pour que ce soit le moins traumatisant possible. Et elle ne sera pas seule. » Dans les semaines qui suivirent, Villeneuve-l'Espoir devint un refuge inattendu pour Marthe et Gabriel. Il avait pris un congé, expliquant la situation à ses supérieurs qui se montrèrent compréhensifs.
Gabriel loua une petite chambre dans une auberge du village pour ne pas surcharger Hélène et Jean, mais passait ses journées entières à s'occuper de sa mère. C'était un temps de guérison, mais aussi de reconnexion. Mère et fils, qui étaient devenus presque des étrangers ces dernières années, discutaient maintenant pendant des heures. Gabriel parlait de son travail, des voyages, des pressions, mais aussi de la façon dont il s'était perdu en chemin, comment il avait laissé Vanessa l'isoler de sa propre mère. Elle était subtile, maman. Elle n'a jamais dit explicitement que je ne devais pas te rendre visite. Mais il y avait toujours quelque chose de prévu le week-end, toujours une excuse pour ne pas venir chez toi. Et moi, idiot que je suis, j'acceptais tout sans discuter. Marthe caressait le visage de son fils. « Tu n'es pas un idiot, mon amour. Tu as été manipulé par quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Mais maintenant, tu as ouvert les yeux. Et c'est ça qui compte. » Gabriel se rapprocha également des gens du village. Il rencontra Jean-Robert en personne, l'homme humble qui avait sauvé sa mère, et ne put retenir ses larmes en lui serrant la main. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. Vous avez sauvé la vie de ma mère. » Jean-Robert, embarrassé par tant de gratitude, hocha simplement la tête. « J'ai fait ce que toute personne décente ferait, jeune homme. Votre mère est une brave dame. Elle ne méritait pas de souffrir comme ça. » Gabriel insista pour aider financièrement Jean-Robert, mais l'homme refusa fermement. Finalement, Gabriel réussit seulement à le convaincre d'accepter de l'aide pour réparer sa vieille camionnette qui tombait sans cesse en panne. L'histoire de ce qui était arrivé à Marthe commença à fuiter dans la presse. Au début, ce furent des reportages locaux, mais bientôt les grands médias parisiens s'emparèrent de la nouvelle. L'affaire avait tous les éléments qui attiraient l'attention. Une personne âgée abandonnée dans la nature, une belle-fille cruelle, un fils à la carrière réussi pris au milieu, et une petite communauté qui avait accueilli la victime. Des journalistes commencèrent à apparaître à Villeneuve-l'Espoir, voulant interviewer Marthe, Jean-Robert, Hélène et Jean. L'adjudant Benoît faisait de son mieux pour protéger leur vie privée, mais il était impossible de tout contenir. C'est Hélène qui suggéra que Marthe donne une interview, une seule, à un média sérieux pour raconter sa version complète de l'histoire. Ainsi, peut-être que les autres journalistes la laisseraient en paix. Gabriel fut d'abord contre. « Maman, tu n'as pas besoin de t'exposer comme ça. Laisse la justice suivre son cours. » Mais Marthe avait une autre perspective. « Mon fils, si je raconte mon histoire, peut-être que ça aidera d'autres personnes qui vivent la même situation. Combien de personnes âgées sont maltraitées, abandonnées, chassées de chez elles? Si ma douleur peut servir à éclairer ce problème, alors ça en vaut la peine. » L'interview fut accordée à une journaliste respectée d'une émission de télévision connue pour traiter les cas sociaux avec sérieux. Elle se rendit à Villeneuve-l'Espoir avec une petite équipe et l'enregistrement eut lieu dans la maison d'Hélène et Jean, avec Marthe assise sur la véranda, Gabriel à ses côtés. Marthe raconta tout, du mariage de Gabriel avec Vanessa, à la distance qui s'était installée, à l'appel fatidique, au terrible voyage, à l'abandon. Elle parla des heures sous le soleil, croyant qu'elle allait mourir et du miracle du sauvetage. Elle parla de la bonté des gens de Villeneuve-l'Espoir, qui l'avaient accueillie quand elle en avait le plus besoin. Il n'y eut pas de dramatisation excessive, ni de larmes calculées. Marthe parla avec la dignité de quelqu'un qui a beaucoup vécu, beaucoup souffert, mais qui n'a pas perdu l'essence de qui elle était. Et cela toucha profondément les téléspectateurs. Lorsque l'émission fut diffusée, 2 semaines plus tard, la réaction fut immédiate et écrasante. Les réseaux sociaux explosèrent de messages de soutien à Marthe et d'indignation contre Vanessa. Des associations de protection des personnes âgées utilisèrent l'affaire comme exemple de la nécessité de lois plus strictes. Des dons commencèrent à arriver pour Marthe et pour le village de Villeneuve-l'Espoir qui gagna une visibilité nationale. Mais tout ne fut pas positif. La défense de Vanessa se mobilisa également, et de manière agressive. Ils engagèrent un avocat connu pour défendre des cas polémiques, maître Sylvain Braque, un homme d'âge mûr réputé pour obtenir des acquittements improbables grâce à des tactiques agressives. Il donna des interviews affirmant que Marthe souffrait de démence, qu'elle s'était mise en danger toute seule, et que Vanessa était en réalité la victime d'une belle-mère manipulatrice qui utilisait cette histoire pour détruire son mariage et sa réputation. « Ma cliente est une femme travailleuse, honnête,
qui a tenté de s'occuper d'une belle-mère difficile. La prétendue victime a des antécédents d'oubli et de confusion mentale, comme plusieurs voisins peuvent en attester. Ce qui s'est passé est une tragédie résultant de l'entêtement d'une personne âgée qui a insisté pour sortir seule et s'est perdue. Ma cliente a tenté de l'aider, mais a été injustement accusée. Les allégations étaient mensongères et offensantes, mais légalement permises dans le cadre de la défense. Gabriel fut furieux en regardant l'interview. Comment peut-il dire de telles choses? Ma mère n'a aucun problème mental. L'avocat de l'accusation, maître Fernand Lops, désigné par le parquet, était plus calme et stratégique. Ils vont tout essayer, Gabriel, c'est leur travail, mais nous avons des preuves solides. Nous avons les caméras, le témoignage de M. Jean Robert, les marques physiques, les faux documents. La vérité prévaudra. Les mois qui suivirent furent une préparation intense. Marthe dut passer plusieurs évaluations psychiatriques et cognitives pour prouver qu'elle était en pleine possession de ses facultés mentales. Tous les examens le confirmèrent. Elle n'avait pas de démence, aucun problème compromettant sa mémoire ou son discernement. Gabriel fut également appelé à témoigner plusieurs fois, racontant comment la relation de sa mère avec Vanessa s'était détériorée, les commentaires que Vanessa faisait sur la maison de Marthe, les suggestions de plus en plus fréquentes de vendre le bien. Pendant ce temps, une transformation intéressante se produisit. Marthe, qui était arrivée à Villeneuve-l'Espoir brisée et sans espoir, commença à refleurir. La présence constante de Gabriel, l'affection d'Hélène et Jean, le soutien de toute la communauté, furent comme de l'eau pour une plante fanée. Elle commença à aider Hélène en cuisine, lui apprenant d'anciennes recettes qu'elle tenait de sa propre mère. Elle participait aux messes dans la petite église du village. Elle s'asseyait sur la place centrale l'après-midi pour discuter avec d'autres dames. Elle riait à nouveau. Jean avait l'habitude de dire à Gabriel « Votre mère est une guerrière. Regardez ce qu'elle a traversé et elle arrive encore à sourire, à prendre soin des autres. C'est ça, la vraie force. » Et c'était vrai. Marthe découvrit qu'elle avait une résilience qu'elle ne se connaissait pas. Le traumatisme était là, les cicatrices physiques et émotionnelles resteraient, mais elle choisissait de ne pas être définie uniquement par cela. Elle était une survivante, pas une victime. Pendant ce temps, en détention provisoire à Paris, Vanessa maintenait sa posture d'innocence. Elle recevait les visites de sa famille, qui croyait en sa version des faits ou feignait d'y croire. Elle étudiait les dossiers avec son avocat, cherchant des failles, des moyens de s'en sortir. Elle regardait les murs gris de sa cellule et ressentait de la colère. Colère contre Marthe pour avoir survécu, colère contre Jean Robert pour être apparu sur cette route, colère contre Gabriel pour avoir cru sa mère plutôt qu'elle. Mais du remords, une culpabilité sincère, cela, elle ne le ressentait pas. Pour Vanessa, le problème n'était pas ce qu'elle avait fait, mais le fait d'avoir été découverte. Si cet homme n'était pas passé, si personne n'avait trouvé Marthe, tout serait résolu maintenant. La maison serait déjà vendue, l'argent sur son compte, et elle poursuivrait sa vie sans poids sur la conscience. La froideur de Vanessa, cependant, serait son plus grand problème lors du procès qui approchait. Car même les meilleurs avocats ont du mal à défendre quelqu'un qui est véritablement incapable de montrer du remords. La date du procès fut fixée à un lundi de mai, au palais de justice de Paris. Ce serait un jugement en cour d'assises, 9 citoyens ordinaires décideraient du sort de Vanessa, sur la base des preuves présentées et de l'argumentation des avocats. La semaine précédant le procès, Marthe retourna à Paris, accompagnée de Gabriel. Ils logèrent dans un hôtel simple près du palais de justice. Hélène et Jean insistèrent pour venir aussi pour apporter leur soutien moral. Jean Robert voulut également être présent, pour témoigner en personne de ce qu'il avait vu. La veille du procès, Gabriel emmena Marthe visiter son ancienne maison dans le quartier des Acacias. Il y était allé quelques fois au cours des mois précédents, gardant tout propre et en ordre. Mais Marthe n'y était pas retournée depuis ce jeudi fatidique. Quand ils franchirent la porte, Marthe fut envahie par un tourbillon d'émotions. Là se trouvait toute sa vie. Les photographies au mur, le canapé où elle regardait la télévision avec Antoine, la cuisine où elle avait préparé des milliers de repas. Mais maintenant, tout semblait différent, contaminé par le souvenir de ce que Vanessa avait prévu de faire. « Tu veux revenir vivre ici, maman ?» demanda doucement Gabriel.
Marthe parcourut les pièces, touchant les meubles, les rideaux, se souvenant. Finalement, elle se tourna vers son fils. « Je ne sais pas, Gabriel. Cette maison a tant de bons souvenirs. Mais maintenant, elle a aussi l'ombre de tout ce qui s'est passé. J'ai besoin de temps pour décider. Tu as tout le temps du monde, et quelle que soit ta décision, je serai à tes côtés. » Ils fermèrent la maison et retournèrent à l'hôtel. Marthe passa une nuit blanche, répétant mentalement ce qu'elle dirait au tribunal le lendemain. Elle devrait affronter Vanessa à nouveau, tout raconter en détail devant des inconnus, des juges, des jurés, la presse. La peur était là, latente et réelle. Mais avec la peur, il y avait aussi une détermination de faire. Elle ne le ferait pas seulement pour elle-même. Elle le ferait pour toutes les personnes âgées qui souffraient en silence, qui étaient maltraitées, oubliées, traitées comme un fardeau inutile. Sa douleur aurait un but. Lorsque le soleil se leva ce lundi-là, Marthe enfila le tailleur bleu marine que Gabriel lui avait acheté, peigna soigneusement ses cheveux blancs et se regarda dans le miroir. Elle vit une femme qui avait traversé l'enfer, mais qui en était sortie avec sa dignité intacte. « Je suis prête », dit-elle à Gabriel, qui attendait à la porte de la chambre. Ensemble, accompagnés d'Hélène, Jean et Jean-Robert, ils se dirigèrent vers le palais de justice. Le bâtiment imposant et gris les attendait. Entre ces murs, la vérité serait révélée, la justice serait recherchée, et Vanessa devrait répondre de ses actes. Le hall était rempli de journalistes, mais le service de sécurité maintenait l'ordre. Marthe marcha la tête haute, ignorant les flashs et les questions criées. Ils montèrent jusqu'à la salle d'assises, une grande salle avec des bancs pour le public, la table des avocats, le box des jurés et l'estrade de la cour. Vanessa était déjà là, assise à côté de son avocat, vêtue d'une tenue sobre, les cheveux attachés, sans maquillage excessif. Clairement une tentative de paraître plus humaine, plus vulnérable. Quand Marthe entra, leurs regards se croisèrent un bref instant. Il n'y avait aucun remords dans les yeux de Vanessa, juste un calcul froid. Mais Marthe ne détourna pas le regard. Elle fixa sa belle-fille droit dans les yeux, communiquant silencieusement qu'elle n'avait plus peur, qu'elle ne se laisserait plus intimider. Le président de la cour entra, tout le monde se leva et le procès commença. La bataille pour la vérité et la justice ne faisait que commencer. Le procureur de la République, maître Fernand Lopes, fut le premier à parler. C'était un homme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants, lunettes, de la monture fine et une présence calme mais autoritaire. Il s'avança au centre de la salle face aux jurés, 6 citoyens et 3 magistrats professionnels. « Mesdames et messieurs les jurés, messieurs les magistrats », commença-t-il d'une voix claire et ferme, « vous êtes ici pour juger l'un des crimes les plus odieux qui puissent être commis contre un être humain, l'abandon intentionnel d'une personne âgée, sans défense, dans un lieu isolé et dangereux, avec l'intention claire de causer sa mort. L'accusée, Vanessa Andrade Costa, n'a pas agi sous le coup de l'impulsion, elle a planifié, elle a calculé. Elle a exécuté un plan cruel et lâche contre sa propre belle-mère, une dame de 73 ans qui ne lui a jamais fait le moindre mal. » Maître Lopes commença alors à présenter les preuves, une par une, de manière méthodique et dévastatrice. Il montra les images des caméras de péage projetées sur un grand écran pour que tous puissent voir. Là se trouvait la berline argentée de Vanessa passant au péage de l'autoroute A6, avec elle au volant et Marthe à côté, à 15h42. Puis la même voiture revenant seule avec uniquement Vanessa à 18h15. 3 heures, souligna le procureur. 3 heures pour emmener la victime à l'endroit isolé, l'abandonner attaché à un poteau et revenir. Tout a été froidement calculé. Ensuite fut présenté le témoignage enregistré de Jean-Robert. L'homme simple et honnête raconta avec une richesse de détails comment il avait trouvé Marthe attachée, déshydratée, brûlée par le soleil, dans un état critique. Sa voix se brisa en se souvenant du désespoir dans ses yeux. Les photographies médicales furent projetées, les brûlures au second degré sur les bras et le visage de Marthe, les marques profondes laissées par la corde sur ses poignets, l'état de déshydratation sévère qui aurait pu causer une défaillance multiviscérale en quelques heures de plus. Cette dame, maître Lopes désigna Marthe, assise sur le banc des témoins, a été sauvée par pure chance. Si cet homme généreux n'était pas passé sur cette route exactement à ce moment-là, Madame Marthe ne serait pas ici aujourd'hui.
Elle serait morte seule, dans une souffrance atroce, à cause de la cupidité et de la cruauté de l'accusé. Lorsque les documents trouvés chez Vanessa furent présentés, y compris les contrats avec des agences immobilières et les tentatives de falsifier la signature de Marthe pour vendre la maison, le jury fut visiblement choqué. Le mobile était là, l'argent, pur et simple. Vint alors le moment du témoignage de Marthe. Elle fut appelée à la barre, s'assit sur la chaise des témoins et prêta serment de dire la vérité. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix sortit ferme. Maître Lopes la guida à travers les événements de cette journée. Marthe parla de l'appel de Vanessa, du ton faussement inquiet, de l'espoir d'avoir enfin un moment de rapprochement avec sa belle-fille. Elle raconta le voyage en silence, les réponses froides et hostiles, la peur grandissante à mesure qu'elle s'éloignait de la ville. « Quand elle m'a emmené dans cet endroit désert, » continua Marthe, la voix maintenant étranglée par l'émotion, « je l'ai suppliée. J'ai dit que je ne comprenais pas ce qui se passait, que je la priais de me ramener à la maison. Et savez-vous ce qu'elle a répondu ?» Marthe regarda directement Vanessa, qui restait impassible à côté de son avocat. Elle a dit que j'étais un fardeau inutile, que je contrariais ses plans, qu'elle devait se débarrasser de moi pour pouvoir vendre ma maison et utiliser l'argent. Elle m'a attaché à ce poteau de ses propres mains, ignorant mes demandes de clémence, et m'a laissé là, pour mourir. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Certaines personnes dans le public essuyaient des larmes. Les jurés regardèrent Vanessa avec des expressions variant entre le dégoût et l'incrédulité. « Madame Marthe, » demanda doucement le procureur, « à un moment quelconque, l'accusée a-t-elle montré le moindre remords ou la moindre hésitation ?»« Non, » répondit Marthe avec une certitude absolue. Ses yeux étaient vides. Elle savait exactement ce qu'elle faisait et s'en fichait. Pour elle, je n'étais qu'un obstacle à éliminer. Quand ce fut au tour de la défense d'interroger Marthe, Maître Sylvain Braque adopta une approche agressive, essayant de semer la confusion chez la vieille dame et de remettre en question sa mémoire. « Madame Marthe, ne pensez-vous pas qu'il est possible que vous ayez mal interprété les intentions de ma cliente, que peut-être vous vous êtes senti mal pendant la promenade et que ma cliente a tenté de vous aider ?» Marthe le fixa droit dans les yeux. « Maître, j'ai 73 ans, mais mon esprit est parfaitement clair. Je sais exactement ce qui m'est arrivé. Votre cliente ne m'aidait pas, elle essayait de me tuer. » L'avocat tenta d'autres tactiques, demandant si Marthe avait des problèmes relationnels avec sa belle-fille, s'il y avait eu des disputes antérieures, essayant de semer l'idée d'une provocation. Mais Marthe répondit à chaque question avec dignité et clarté, sans jamais se contredire, sans jamais faiblir. Gabriel fut également appelé à témoigner. Il parla de son mariage avec Vanessa, de la façon dont elle l'avait progressivement isolée de sa mère, comment elle avait toujours des excuses pour ne pas rendre visite à Madame Marthe, comment elle parlait fréquemment de sa maison et de l'argent qu'elle pourrait rapporter si elle était vendue. « J'étais aveugle, » admit Gabriel, la voix brisée par l'émotion. « Je ne voyais pas que j'étais manipulé. Je pensais que ma femme était juste pragmatique, qu'elle pensait à notre avenir. Je n'imaginais pas qu'elle était capable d'une telle cruauté envers ma propre mère. » Lorsqu'on lui demanda s'il croyait Vanessa capable de ce crime, Gabriel n'hésita pas. « Oui, après avoir vu toutes les preuves, après avoir longuement parlé avec ma mère et compris tout ce qui s'est passé en coulisses de notre mariage, j'ai la certitude absolue qu'elle a fait ça. Et elle l'a fait intentionnellement. » Le témoignage le plus percutant, cependant, fut celui de Jean Robert. L'homme simple, avec ses vêtements modestes et son air humble, émut tout le monde en décrivant le sauvetage. « Je n'en croyais presque pas mes yeux, » dit-il en s'essuyant les yeux du revers de la main. C'était une dame, toute brûlée, attachée comme une bête à ce poteau. Elle m'a regardé avec des yeux si désespérés, si pleins de douleur que mon cœur a failli s'arrêter. J'ai pensé, quel genre de monstre fait ça à une pauvre vieille sans défense? Jean Robert regarda Vanessa tout en continuant. Et quand j'ai su que c'était sa propre belle-fille, la femme de son fils, je suis resté sans voix. Comment quelqu'un qui entre dans une famille peut-il traiter une mère de cette façon? Où est l'humanité de cette femme? La défense tenta de remettre en question si Jean Robert ne pouvait pas se tromper sur l'état dans lequel il avait trouvé Marthe, suggérant qu'elle aurait pu se blesser en essayant de se détacher seule. Mais Jean Robert fut catégorique. « Non, monsieur l'avocat, cette dame était attachée bien trop solidement pour avoir fait ça toute seule,
et les marques au sol montraient que quelqu'un l'avait traîné jusque-là. Il n'y a aucune confusion. Quelqu'un lui a fait ça exprès. Quand ce fut au tour de la défense de présenter ses arguments, maître Sylvain Braque fit ce qu'il put. Il fit venir des témoins de moralité pour parler de Vanessa, des collègues de travail, qui la décrivirent comme professionnelle, dévouée et responsable. Il tenta d'argumenter qu'il y avait des conflits non révélés entre la belle-mère et la belle-fille, que Marthe était peut-être jalouse de la femme de son fils. Vanessa fut appelée à témoigner pour sa propre défense. Elle monta à la barre avec une posture contrôlée, répondant aux questions de son avocat avec un calme étudié. « J'aimais ma belle-mère, dit-elle, et quelques personnes dans le public murmurèrent leur incrédulité. Je voulais seulement l'aider. Elle devenait de plus en plus confuse, oublieuse. Ce jour-là, je lui ai proposé de l'emmener faire un tour, pour parler d'options de prise en charge. Mais pendant le trajet, elle est devenue agitée, agressive. J'ai arrêté la voiture pour la calmer, et elle est partie en courant. Quand j'ai réussi à la rattraper, elle était tombée, désorientée. J'ai paniqué et, je l'admets, j'ai commis la terrible erreur de partir en désespoir de cause, au lieu d'appeler immédiatement à l'aide. Mais je n'ai jamais, au grand jamais, essayé de lui faire du mal. C'était un mensonge élaboré, répété, mais qui ne résistait pas aux preuves matérielles. Le procureur, lors de son contre-interrogatoire, fut implacable. « Madame Vanessa, si votre belle-mère était confuse et désorientée, pourquoi l'avez-vous attachée à un poteau ?»« Je ne l'ai pas attachée. Elle a dû trébucher sur une vieille corde qui était là. Et les marques sur ses poignets, parfaitement alignées, correspondant exactement au type de corde trouvée dans le coffre de votre voiture. » Vanessa hésita pour la première fois. « Je ne peux pas l'expliquer. » Et les documents à votre domicile planifiant la vente du bien de la victime à son insu, c'était aussi le fruit de sa confusion mentale? J'explorais seulement des options pour le moment venu. Le moment venu? Le moment où votre belle-mère serait morte? Non, je n'ai jamais dit ça. Mais le mal était fait. Le masque de sang-froid de Vanessa s'était fissuré, révélant la froideur en dessous. Le jury le voyait, le public le voyait, la cour le voyait. Les avocats firent leur plaidoirie finale. La défense tenta de semer un doute raisonnable, demandant au jury d'envisager la possibilité d'un accident mal interprété, d'une vieille dame confuse accusant injustement une belle-fille qui ne cherchait qu'à aider. Mais le procureur conclut par un plaidoyer puissant. « Mesdames et messieurs, ce n'est pas une affaire d'interprétation subjective, c'est une affaire de faits concrets, irréfutables. L'accusé a emmené sa belle-mère dans un lieu isolé. L'accusé l'a abandonnée là, attachée, sous un soleil de plomb. L'accusé est rentré chez elle sans porter secours, sans appeler les autorités, sans montrer la moindre préoccupation pour le bien-être de la victime. Sans un miracle, sans un homme bon qui est passé par ce chemin, Madame Marthe serait morte. Et c'était exactement l'intention de l'accusé. » Le procureur fit une pause, laissant ses mots peser. « Vanessa Andrade Costa ne mérite pas votre compassion. Elle ne mérite pas une seconde chance. Ce qu'elle mérite, c'est d'être tenue responsable de l'acte odieux qu'elle a commis, pour la tentative d'assassinat d'une personne âgée, vulnérable et confiante. Je vous demande de rendre justice, pas seulement pour Madame Marthe, mais pour toutes les personnes âgées qui souffrent en silence, qui sont maltraitées, oubliées et rejetées, comme si elles n'avaient aucune valeur. Montrez par votre verdict que la vie d'une personne âgée compte, que la cruauté ne restera pas impunie, que la justice prévaudra. » La cour se retira pour délibérer. Les heures qui suivirent furent d'une tension insupportable. Marthe était assise dans une salle réservée aux victimes, accompagnée de Gabriel, Hélène, Jean et Jean-Robert. Personne ne parlait beaucoup. Le poids du moment était trop grand pour des mots vides. Après 5 heures de délibération, la cour revint. Tous retournèrent dans la salle d'audience. Le silence était absolu. Le président de la cour demanda si un verdict avait été atteint. « Oui, monsieur le président. » Concernant le crime de tentative d'homicide qualifié contre Marthe Costa, quelle est la décision de la cour? Coupable. Un soupir collectif parcourut la salle. Marthe ferma les yeux, des larmes coulant silencieusement. Gabriel lui serra la main. Concernant le crime de séquestration, coupable. Concernant le crime de maltraitance sur personne âgée, coupable. Concernant le crime de faux et usage de faux, coupable. Vanessa resta immobile,
Mais son visage avait perdu toute couleur. Son avocat posa la main sur son épaule, dans un geste de réconfort professionnel. Le président, un homme sérieux avec de longues années de carrière, regarda Vanessa avant de prononcer la sentence. « Vanessa Andrade Costa, vous avez été déclarée coupable par cette cour de crime qui choque la conscience humaine. Vous avez trahi la confiance familiale, abusé d'une personne vulnérable et fait preuve d'une froideur de caractère incompatible avec la vie en société. Pour l'ensemble de vos crimes, je vous condamne à 16 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté. » La peine était sévère mais juste. Vanessa fut immédiatement emmenée, et cette fois, il n'y avait plus de calme étudié. Elle regarda en arrière en étant conduite, ses yeux révélant enfin la peur, comprenant peut-être pour la première fois l'ampleur de ce qu'elle avait fait et de ses conséquences. À l'extérieur du tribunal, une foule attendait. Quand Marthe sortit, accompagnée de Gabriel et de ses amis de Villeneuve-l'Espoir, il y eut des applaudissements. Les journalistes voulaient des déclarations, mais Marthe était trop épuisée. Gabriel parla brièvement en son nom. « Justice a été rendue aujourd'hui. Ma mère peut enfin commencer à reconstruire sa vie en sachant que la personne qui l'a blessée paie pour ses crimes. Nous remercions tous ceux qui ont soutenu ma mère durant ce processus difficile, en particulier les personnes merveilleuses de Villeneuve-l'Espoir qui l'ont sauvée non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. » Dans les jours qui suivirent le procès, Marthe dut prendre des décisions importantes concernant son avenir. La maison du quartier des Acacias était toujours là, l'attendant. Mais après tout ce qui s'était passé, retourner à cet endroit semblait impossible. Ce fut Hélène qui suggéra une alternative. « Pourquoi ne viendriez-vous pas vivre à Villeneuve-l'Espoir de façon permanente? Vous vous êtes si bien adapté ici, vous avez créé des liens, et nous adorerions vous avoir près de nous. » L'idée mûrit dans l'esprit de Marthe pendant des semaines. Et plus elle y pensait, plus cela avait de sens. Elle n'appartenait plus à cette maison à Paris. Ses bons souvenirs avaient été souillés par la trahison. Mais à Villeneuve-l'Espoir, elle avait découvert une nouvelle famille, une nouvelle communauté qui l'accueillait sincèrement. Gabriel, de son côté, prit ses propres décisions. Il démissionna de son emploi stressant à Paris et accepta un poste dans une entreprise de logistique à Étampes, une ville proche de Villeneuve-l'Espoir. Ainsi, il pourrait être près de sa mère, lui rendre visite régulièrement, reconstruire la relation qui avait été si longtemps négligée. La maison du quartier des Acacias fut vendue, mais l'argent ne fut pas seulement destiné à Marthe. Elle insista pour partager une part importante avec Jean-Robert, qui accepta finalement d'utiliser la somme pour acheter une camionnette neuve et rénover sa maison. Une autre partie fut donnée pour des améliorations au dispensaire de Villeneuve-l'Espoir, garantissant que d'autres personnes pourraient être soignées avec dignité. Avec l'argent restant, Marthe acheta une petite mais charmante maison à Villeneuve-l'Espoir, à seulement 2 rues de chez Hélène et Jean. Elle était peinte en jaune clair avec des détails blancs, avait une véranda où elle installa des fauteuils à bascule, et un jardin à l'arrière où elle planta des roses, les fleurs préférées d'Antoine. Gabriel lui rendait visite tous les week-ends. Ils cuisinaient ensemble, discutaient, pendant des heures, regardaient des matchs de football comme au bon vieux temps. La relation entre la mère et le fils se reconstruisait, brique par brique, avec patience et un amour sincère. Marthe s'impliqua également dans la communauté de Villeneuve-l'Espoir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle commença à donner des cours de broderie aux jeunes filles du village, leur enseignant des techniques que sa grand-mère lui avait apprises des décennies plus tôt. Elle participait activement à la vie de l'Église, aidant à l'organisation d'événements et de festivités. Elle devint une figure aimée, quelqu'un que les gens venaient voir pour des conseils, pour discuter, pour de la compagnie. Un dimanche après-midi, près d'1 an après le procès, Marthe était assise sur la véranda de sa maison avec Hélène. Elle buvait de la citronnade fraîche et regardèrent les enfants jouer dans la rue. Le ciel était bleu, limpide, et une brise légère atténuait la chaleur. « Êtes-vous heureuse ici ?» demanda Hélène, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Marthe sourit, un sourire sincère et serein. « Plus heureuse que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être à nouveau. Vous savez, Hélène, j'ai vécu quelque chose de terrible. Il y a des jours où je me réveille encore avec des cauchemars. Il y a des moments où la peur revient, inattendue, mais je regarde autour de moi et je vois tant de bonté, tant d'amour, que je réalise que le mal n'a pas gagné.
Vanessa a essayé de me détruire, mais en réalité, sans le vouloir, elle m'a conduite là où je devais être. » Hélène serra la main de son amie avec affection. « Vous êtes une survivante, Marthe. Et plus que ça, vous êtes une source d'inspiration. Tant de personnes ont entendu votre histoire et ont trouvé le courage de dénoncer des abus, de chercher de l'aide, de ne pas accepter la maltraitance en silence. Votre douleur n'a pas été vaine. » C'était vrai. Dans les mois qui suivirent le procès largement médiatisé, il y eut une augmentation significative des signalements d'abus envers les personnes âgées dans tout le pays. Le cas de Marthe avait mis en lumière un problème social qui avait toujours existé mais dont on parlait peu. Des lois furent proposées pour durcir les peines contre ceux qui maltraitent les personnes âgées. Des campagnes de sensibilisation furent lancées. Gabriel arriva à ce moment-là, apportant un gâteau aux carottes qu'il avait acheté à la boulangerie du village. Il s'assit avec les deux dames et servit de généreuse part à tout le monde. « Maman, j'ai une nouvelle, » dit-il, avec une lueur dans les yeux. « Quelle nouvelle, mon fils ?»« J'ai rencontré quelqu'un, une femme formidable qui s'appelle Patricia. Elle est enseignante ici à Étampes. Et avant que tu ne poses la question, oui, je lui ai déjà raconté toute l'histoire. Elle sait tout sur Vanessa, sur ce qui s'est passé. Et malgré tout, elle veut apprendre à me connaître. » Marthe sentit son cœur se réchauffer. Après tout ce que Gabriel avait traversé, la trahison, la culpabilité, la douleur, il s'ouvrait à nouveau à l'amour, et cette fois, avec beaucoup plus de sagesse et de prudence. « Quand vais-je rencontrer cette Patricia ? » ?»« Dimanche prochain, si tu veux. J'ai pensé l'amener déjeuner ici. Ce sera une joie. » Tandis qu'ils discutaient, riant et planifiant l'avenir, Marthe regarda le ciel et fit une prière silencieuse de gratitude. Gratitude pour Jean-Robert qui était passé sur cette route ce jour-là. Gratitude pour Hélène, Jean, Lucie, le docteur Henri et tous les habitants de Villeneuve-l'Espoir qui l'avaient accueilli. Gratitude pour le système judiciaire qui avait fonctionné et puni la coupable. Gratitude pour Gabriel qui avait ouvert les yeux et était revenu vers elle. La vie lui avait beaucoup pris. La trahison de Vanessa avait laissé des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais complètement. Mais elle lui avait aussi beaucoup donné en retour. Une nouvelle famille, une nouvelle communauté, un nouveau but, et la certitude que même dans les plus grandes ténèbres, la lumière de la bonté humaine brille encore. Marthe n'était plus seulement définie comme la victime abandonnée dans la nature. Elle était une survivante, une guerrière, une femme qui avait regardé l'abîme et décidé de ne pas se laisser consumer par lui. Elle était quelqu'un qui avait transformé sa douleur en force, sa tragédie en but, son désespoir en espoir. Et cet après-midi tranquille, à Villeneuve-l'Espoir, entourée de gens qui l'aimaient véritablement, Marthe trouva enfin la paix. Pas la paix de celle qui n'a pas souffert, mais la paix plus profonde de celle qui a souffert, lutté, survécu et, contre toute attente, trouvé des raisons de sourire à nouveau. Le soleil commença à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, les mêmes couleurs qu'elle avait vues ce jour terrible. Mais maintenant, ces couleurs n'apportaient plus la peur. Elles n'apportaient que la promesse d'une nouvelle aube, d'un jour de plus dans cette nouvelle vie qu'elle avait construite sur les décombres de ce qui avait été détruit. La famille n'était pas seulement une question de sang, Marthe l'avait appris. La famille était un choix, une présence, un soin sincère. Et en regardant Hélène à ses côtés, Gabriel mangeant son gâteau avec ce sourire d'enfant qu'elle aimait tant, les enfants jouant dans la rue, les voisins lui faisant signe en passant, Marthe sut qu'elle avait trouvé sa vraie famille. Le voyage avait été douloureux, mais la destination était exactement là où elle devait être. Et cela, pensa Marthe, était la véritable signification d'un nouveau départ. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Madame Marthe a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de souffrance, de dépassement et de nouveau départ, laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Chaque jour, nous vous proposons des récits intenses, comme celui-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et nous font réfléchir sur la famille, la bonté et la justice. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec une autre histoire qui va vous émouvoir.